Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Et aujourd'hui, on s'attaque à un morceau gigantesque. La mission, c'est de décrypter ce qui est sans doute le mystère le plus dense, le plus insaisissable de toute l'expérience humaine. Oui, rien que ça. Rien que ça, oui. On va parler de la nature même de la conscience. Et pour essayer de comprendre cette énigme, on se plonge dans un ouvrage qui est vraiment magistral et super original. Il a été publié en 2012 par le neuroscientifique Giulio Tononi. Tout à fait. L'œuvre s'intitule Phi, A Voyage from the Brain to the Soul. Et ce qui frappe dès les premières pages, c'est que c'est pas du tout un manuel de biologie classique. Ah non, pas du tout. On n'est pas dans une compilation aride de données cliniques. L'auteur a choisi une approche radicalement différente, une sorte d'allégorie scientifique. En fait, il imagine le personnage historique de Galilée. Le grand Galilée. Oui. Voilà. Arrivé au crépuscule de sa vie, il est perplexe face à l'idée de l'âme et il se retrouve entraîné dans une exploration onirique des méandres du cerveau. C'est un vrai voyage initiatique. Et dans ce voyage, il est guidé par une figure assez austère, très tranchante, qui s'appelle Frick. Frick, qui est évidemment inspiré du célèbre scientifique Francis Crick. Exactement. Et pour tout esprit curieux qui nous écoute et qui cherche à comprendre un peu comment fonctionne la fabrique de la réalité, ce texte, il renverse complètement nos certitudes quotidiennes. Complètement. Le concept central du livre, qui est d'ailleurs symbolisé par cette lettre grecque phi dans le titre, c'est une théorie mathématique de l'information intégrée, et la révélation vertigineuse qui en découle, c'est que tout ce qui constitue notre perception du monde externe, L'espace, le temps, les couleurs. les sons, tout ça, eh bien, ça n'existe pas tel quel à l'extérieur. C'est une construction active, un univers entier qui est généré à l'intérieur de notre boîte crânienne. C'est fou quand on y pense. D'accord, décortiquons tout ça. Commençons par la manière dont l'ouvrage en fait pulvérise immédiatement l'ego humain, surtout à travers ce fameux rêve d'ouverture de Galilée. Je suis prête à parier que ça t'a marqué aussi. Ce rêve introductif, il pose vraiment les bases du problème difficile de la conscience avec une puissance poétique dingue. La scène s'ouvre sur un Galilée qui se voit soudainement flotter au-dessus de son propre corps vieillissant. Il s'observe de l'extérieur. C'est ça. Il écoute son cœur battre, il observe sa poitrine qui se soulève, il contemple vraiment son enveloppe charnelle comme une vieille mécanique qui est sur le point de s'arrêter définitivement. Et là, le basculement. Ouais, un basculement total. Son point de conscience est littéralement aspiré par ses propres narines. Il plonge dans les ténèbres absolues de son crâne. On s'attendrait au néant, à l'obscurité. Mais au lieu du néant, il y découvre un firmament intérieur ahurissant. Il survole des paysages neuronaux qui sont vastes comme des continents, des forêts dendritiques hyper denses, et il observe l'étincellement de milliards de connexions qui brillent comme des galaxies entières. C'est une image magnifique. Ce qui est fascinant ici, c'est le vertige existentiel absolu qui s'empare du savant. La question centrale émerge avec une brutalité inouïe. Comment un simple morceau de viande, en gros. Voilà. Comment une simple masse de matière spongieuse, un amas biologique d'1,5 kg enfermé dans le noir total d'une boîte crânienne, Et hyper vulnérable en plus. hyper vulnérable. Comment ce truc peut-il non seulement générer la sensation intime d'une âme, mais aussi contenir l'immensité perçue du cosmos? Et son guide, Frick, il n'est pas du genre à le rassurer, hein. Il ne lui laisse aucun répit face à cette angoisse. Au lieu de le réconforter, il lui assène 3 révélations successives. 3 véritables coups de boutoir contre l'arrogance humaine. Le démantèlement systématique de notre ego. Exactement. Tout ce qui donnait à l'humanité l'illusion d'être spécial y passe. Les 2 premières destitutions sont rapides mais sévères. D'abord, la cosmologique. Frick lui rappelle que la Terre, c'est pas le centre de la création. C'est juste un grain de poussière insignifiant qui dérive dans le vide d'un univers complètement indifférent. Ça, c'est la première claque. La deuxième, c'est la destitution évolutive. L'humain n'est pas le fruit d'un dessein divin parfait. C'est le résultat chaotique et brutal d'une longue succession d'essais et d'erreurs. Un bricolage aveugle. Un vrai bricolage moléculaire, oui. Et ça place nos origines sur la même branche que les escargots ou les insectes. Mais la véritable secousse, la 3e révélation, elle est de nature neurologique. C'est la plus terrifiante des 3. Absolument. Frick détruit complètement l'illusion du libre arbitre immatériel. Il lui dit que nos souvenirs les plus intimes, nos ambitions, nos chagrins dévastateurs, nos élans de compassion, Tout ça se réduit au comportement électrochimique de cellules nerveuses. c'est ça. Il conclut par une sentence vraiment glaçante. Il réduit l'individu à, je cite, un simple paquet de neurones.
Cette phrase, elle pose vraiment le socle matérialiste sur lequel toute la théorie de l'information intégrée va s'appuyer. Et pour ancrer cette idée, le livre convoque une autre figure historique, le médecin Sanctorius. Ah oui, l'histoire de la balance géante. L'anecdote est stupéfiante de littéralité. Sanctorius est dépeint au milieu d'une machinerie complexe. En fait, il a passé l'intégralité de son existence assis sur une immense balance de précision. Il y a passé sa vie entière. Sa vie entière. Dédié à la quantification des fluides corporels. Il mesurait de façon obsessionnelle chaque gramme de nourriture ingérée, chaque goutte de sueur, chaque souffle. C'est de la rigueur maniaque à ce niveau-là. Complètement. Et la source relate qu'il a étendu cette obsession jusqu'à peser des individus à la fraction de seconde de leur mort. Son but ultime, c'était de capturer une variation de masse, même infime, qui prouverait le départ de l'âme. Cette fameuse petite vapeur immatérielle qui quitterait le corps. Voilà. Sauf que la conclusion de ces expériences est sans appel. L'équilibre de la balance reste parfaitement immobile au moment du décès. Zéro changement. Donc l'âme n'a aucun poids matériel. Aucun. Le résultat réfute toute forme de dualisme métaphysique. Ça signifie que le corps, c'est purement et simplement une mécanique complexe, une machinerie organique. Et donc, le mystère de la conscience doit obligatoirement trouver son explication dans l'agencement matériel de ces rouages physiques. Donc la traque de la conscience devient une enquête purement architecturale. Puisque l'esprit émerge de la matière, il faut comprendre quelle configuration spécifique de cette matière permet ce miracle. C'est le cœur du sujet. Du coup, c'est ce postulat qui pousse Galilée et Fricke à se balader dans une série de salles cliniques métaphoriques. Ils vont à la rencontre de figures historiques qui souffrent de lésions cérébrales très spécifiques. La clinique comme outil philosophique. C'est tout à fait ça. Et la première rencontre, elle nous confronte à l'effacement total de l'expérience subjective. Ils arrivent au chevet de Copernic. Le pauvre Copernic. Oui, il est plongé dans un état végétatif irréversible après une hémorragie cérébrale dévastatrice. Le tableau décrit dans le livre est super dérangeant, parce que le corps biologique refuse de s'éteindre. Le tronc cérébral inférieur a été épargné. Exactement. Du coup, il maintient les fonctions vitales de base. Le corps respire tout seul, sans assistance, le cœur bat vigoureusement, et ses yeux bougent de manière spontanée. Il s'ouvre parfois pour balayer la pièce d'un regard totalement vide. Mais il n'y a plus personne à la maison. Voilà. L'absence de toute étincelle intérieure est une certitude médicale. L'esprit s'est évaporé. Et là, l'attitude du personnage d'Anna Schilling, qui est la gouvernante de Copernic dans la chambre, elle illustre un phénomène psychologique hyper important, un truc qui brouille souvent notre compréhension de la conscience. Elle refuse d'y croire. Catégoriquement. Face à cette mécanique biologique qui continue de tourner, elle refuse d'accepter l'absence de l'esprit. Elle va interpréter avec ferveur le moindre spasme musculaire, le moindre mouvement erratique des yeux, comme un sourire délibéré ou une tentative de communication. Et Fricke donne un nom à ça. Il appelle ça le péché de projection. C'est cette propension viscérale qu'a l'esprit humain à attribuer de la conscience ou de l'intentionnalité à des choses qui n'en ont plus ou pas du tout. On fait ça par besoin de connexion émotionnelle. On veut tellement qu'il soit encore là. C'est ça. Le livre fait l'analogie avec certains animaux, par exemple des poissons qui font des parades nuptiales super complexes face à de simples morceaux de bois peints en rouge. Ils sont trompés par des signaux primitifs. Eh bien, l'humain tombe dans le même piège de l'anthropomorphisme. Mais chez Copernic, la réalité anatomique est brutale. Son hémorragie a détruit de façon irréversible son système corticothalamique. Et explorer ce système corticothalamique, c'est ce qui permet de comprendre la théorie de Tononi. Chez Copernic, c'est pas juste une perte de cellules, c'est l'anéantissement d'une vraie structure sociétale neuronale. La métropole de l'esprit. Le texte utilise cette métaphore urbaine incroyable. Il décrit le cortex, ce grand drap plissé à la surface du cerveau, comme une métropole démocratique d'une effervescence inouïe. Où tout le monde a un rôle très précis. La répartition des tâches est poussée à l'extrême. Tu as des légions de neurones dont le seul boulot, c'est de détecter des lignes obliques. D'autres ne réagissent qu'à l'intensité lumineuse d'une couleur en se fichant complètement de ce qu'est l'objet observé. Mais la conscience ne vient pas de ces spécialistes isolés. Non, le miracle se produit dans la matière blanche. C'est ce réseau de câblage ultra dense sous le cortex. Il permet à tous ces groupes de neurones de discuter frénétiquement en temps réel. Ils échangent des signaux, ils forment des coalitions éphémères. En 1 milliseconde, ils synthétisent les données. C'est la fameuse intégration de l'information. Et chez Copernic, la destruction de cette métropole a réduit toutes ces communications au silence. L'intégration est physiquement impossible, donc l'esprit disparaît.
Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'allégorie continue avec un scénario diamétralement opposé, un cas qui défie notre intuition la plus basique. La rencontre avec le peintre Nicolas Poussin. Exactement. Dans la salle voisine, il tombe sur Poussin. Et sa situation physique est dramatique. Il tient debout, mais la maladie a ruiné son corps. Il a des tremblements tellement sévères qu'il doit écarter les jambes pour pas tomber. Sa main qui était si précise avant. Sa main est agitée de secousses incontrôlables. Peindre lui est définitivement impossible. Il a subi une lésion neurologique massive elle aussi. Mais, et c'est la grande différence, elle est localisée exclusivement dans le cervelet. Son système corticothalamique est intact. Le contraste avec Copernic est saisissant. C'est prodigieux. La grâce motrice de Poussin n'est plus là, mais la fluidité et l'éclat de son esprit sont parfaits. Il déploie une réflexion philosophique hyper complexe sur l'art abstrait, les sphères, la vérité géométrique. Sa conscience est intacte. Et si l'on relie cela à la vue d'ensemble, le cas clinique de Poussin met en lumière un paradoxe architectural majeur pour les neurosciences. Lequel ? Eh bien, anatomiquement parlant, le cervelet possède beaucoup plus de neurones que le cortex tout entier. Ah oui, c'est vrai. Une quantité astronomique. C'est ça. On a une structure qui concentre l'écrasante majorité de nos cellules cérébrales, mais dont la destruction totale ne change absolument rien à notre expérience consciente. L'esprit de Poussin le prouve. La conscience, ce n'est pas juste une question de quantité de matière grise. C'est une question d'architecture. L'intensité de la conscience, le phi, dépend de l'architecture du réseau. Et pour illustrer ça, Frick raconte la parabole des deux villes. Cette allégorie est géniale pour visualiser la différence. La première ville, c'est le cortex. La métropole démocratique dont on parlait, bruyante, hyper connectée, une grande place publique où l'information circule en vaste boucle. Tout le monde se parle, ça crée une réalité partagée. Le siège de la conscience. Exactement. À l'opposé, t'as la deuxième ville, qui représente le cervelet. Et là, l'ambiance est radicalement différente. L'histoire raconte qu'un roi paranoïaque, conseillé par un bouffon cynique nommé Modulus, a réorganisé toute la ville. Fini la grande place publique. Fini. Chaque artisan, le forgeron, le cordonnier, est enfermé dans une cellule de pierre individuelle, isolée de tous les autres. Ils ont des machines automatiques super sophistiquées. Ils reçoivent une commande, ils l'exécutent avec une précision d'horloger et expédient le produit fini. Donc, le travail est fait rapidement et parfaitement. Le niveau de performance technique est dingue. C'est l'équivalent des mouvements précis que Poussin pouvait faire avant. Mais ce gain d'efficacité a un prix énorme, l'isolation absolue. Il n'y a plus aucune communication transversale. Aucun regard partagé, aucun murmure entre les cellules. C'est l'équivalent neuroscientifique du fonctionnement du cervelet. C'est une architecture dite feed-forward. Unidirectionnelle. C'est ça. L'information entre, subit des calculs extrêmement rapides par des milliards de neurones et ressort instantanément en commande musculaire. Mais il n'y a quasiment aucune boucle de retour. L'information n'est jamais confrontée ou fondue dans un espace global. Donc la ville du cervelet calcule magnifiquement bien, mais c'est une prison silencieuse. Pas d'intégration de l'information, donc pas de conscience. C'est exactement ça. Ce constat, il nous force vraiment à reconsidérer la fonction même de nos organes sensoriels. Et l'étape d'après, dans le voyage de Galilée, pousse cette logique à son paroxysme. On entre dans une salle avec deux peintres. Tous les deux sont plongés dans les ténèbres de la cécité. L'exploration de la vision. Oui, le concept vertigineux de la vision sans les yeux. D'abord, il y a Zavardiana, aussi connu sous le nom de l'Omazzo. C'est une figure tragique. Il est devenu aveugle après avoir bu une potion toxique qui a littéralement détruit ses yeux. La cécité rétinienne est absolue. Son organe de perception est pourri, pour reprendre les termes de l'époque. Voilà. Pourtant, l'allégorie insiste sur la somptuosité de son expérience intérieure. Bien que ses yeux soient détruits, il peut peindre des fresques mentales monumentales. Sur simple commande de son imagination, ou juste en touchant la texture d'une toile, il rêve en couleurs. Il visualise l'éclat d'un tissu turquoise ou un incendie avec une netteté parfaite. Le monde extérieur s'est éteint, mais son cinéma intérieur projette des chefs-d'œuvre. Et la raison pour laquelle cet univers visuel subjectif survit, c'est à cause de la véritable nature de notre système optique. Comme l'a dit Johannes Kepler, l'œil n'est qu'une camera obscura, une simple chambre noire. Une porte d'entrée passive. C'est juste ça. L'œil lui-même est plein de défauts. On a un angle mort à cause du nerf optique, on voit gris sur les côtés, et nos yeux font des micro-mouvements constants. Et pourtant, on a l'impression de voir un champ visuel stable, continu, hyper détaillé. C'est le cerveau qui corrige tout ça.
Voilà. La conscience visuelle habite dans les aires visuelles du cortex, pas dans la rétine. Chez Zavarnija, l'objectif photographique est brisé, mais le puissant moteur de rendu du cortex fonctionne à la perfection. Il puise dans la mémoire pour générer ces images. Et le contraste avec l'autre peintre de la pièce, c'est immédiat. C'est une vieille dame de presque 100 ans, Sophonisba Anguissola. Et son cas prend le contre-pied absolu de celui de Zavarnia. Elle refuse de dire qu'elle est aveugle. Exactement, elle affirme avec indignation qu'elle voit parfaitement. Mais quand Zavarnia lui demande de décrire un tableau très complexe qui est juste devant elle, rempli de personnages, elle dérape complètement. Elle décrit une pièce vide, elle confabule de A à Z tout en s'offusquant qu'on doute d'elle. C'est un tableau clinique très précis. Le syndrome d'Anton. C'est une cécité corticale. C'est une cécité de l'âme, en quelque sorte. Pas de l'œil, de l'âme. Oui. La pathologie de Sophonisba, c'est pas la destruction de ses yeux, c'est l'anéantissement de la partie de son cortex qui gère le concept même de vision. Ses yeux pourraient fonctionner, ça ne changerait rien. Rien du tout. L'infrastructure neuronale pour intégrer l'information a été balayée. Elle a perdu le sens du mot « voir ». Et le plus cruel, c'est son incapacité à s'en rendre compte. Son cerveau refuse l'hypothèse d'un bug interne. Donc, pour maintenir l'illusion de cohérence, l'esprit invente de fausses images, de la confabulation pure. Donc sans cette architecture corticale pour structurer le sens, même si la donnée entre, c'est inutile. Ça nous amène à une autre allégorie, pleine d'ironie cette fois. Celle sur l'action sans la conscience. Le fameux confesseur automatique. Oui, voilà. L'ouvrage décrit l'invention étrange d'un certain Père P. Une immense armoire mécanique pour décharger les prêtres à Rome, parce qu'il y a trop de pèlerins. C'est une machine à pardonner les péchés, en fait. Littéralement. Le pèlerin tire un levier pour la luxure, un autre pour l'avarice, et la machine, avec ses engrenages, calcule et imprime un reçu avec la pénitence exacte, nombre de prières, etc. L'automate trie les actes aveuglément. Du coup, cela soulève une question importante. Surtout aujourd'hui avec nos algorithmes. Est-ce qu'un comportement hyper complexe implique forcément une conscience? Et le personnage moustachu de l'histoire, il dit clairement que non. Il démonte cette idée. Il fait le test de l'automate. La machine excelle à manipuler des symboles, avec des règles de syntaxe. Elle peut te dire que l'ambition est un péché, mais elle ne comprend absolument pas le contexte. Elle n'a pas la sémantique. Elle n'a que la syntaxe, aucune sémantique. L'homme à la moustache lui soumet le problème du silence. Le silence des amis, l'omission. Et là, la machine plante. Elle bug. Elle recrache des citations déconnectées sur le faux témoignage. Elle ne comprend pas la différence entre un silence lâche et un silence altruiste. Pour comprendre ça, il faut intégrer un réseau immense de concepts. La peur, le courage, les relations humaines. Et comme elle traite l'information par fragments isolés, comme les artisans du cervelet, elle est vide de signification. Sans intégration de l'information, pas de lumière de la conscience. L'output est parfait, mais c'est une coquille vide. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pour tout esprit curieux qui nous écoute, cette exploration montre que la conscience n'est ni magique, ni juste liée à nos yeux ou nos muscles. Ni à la simple puissance de calcul. Non plus. C'est une forme très spécifique, un chef-d'œuvre d'information intégré dans le réseau de notre cortex. Ce fameux symbole phi. Sans lui, le monde extérieur s'éteint pour nous. Et tu sais, si l'on accepte cette théorie, il y a une réflexion finale profondément troublante dans le livre. Dans la table des matières, Tononi aborde une terrible réalité clinique dans une section titulée « Nightfall 2 », Dementia. La démence ? Ouais, si notre conscience est cette information intégrée, ce réseau hyper connecté qui forge activement notre réalité, l'espace, le temps, notre identité, Que se passe-t-il quand ça s'effrite ? c'est ça l'horreur. La démence ne fait pas que voler nos souvenirs. En détruisant lentement ces connexions, elle désintègre littéralement notre univers tout entier, dimension par dimension. Les concepts se fracturent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. C'est un effondrement topologique de la réalité subjective. C'est une idée abyssale. Ça montre à quel point la conscience n'est pas un acquis éternel, mais une symphonie fragile, presque miraculeuse, qui dépend de chaque connexion de notre cortex sain. Un univers forgé à chaque milliseconde. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à continuer de nourrir l'intégration de nos propres réseaux. Et à garder notre curiosité intacte. Exactement, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration approfondie.